Dr Maniang Rézoé. Je suis médecin hématologue et je suis le directeur du Centre national de recherche et de soins drépanocytaires. La drépanocytose, c'est une maladie génétique due à une anomalie qualitative d'une protéine du globule rouge. Le globule rouge étant la cellule sanguine qui est chargée de transporter l'oxygène du poumon vers les tissus et le CO2 des tissus vers le poumon pour être éliminé dans la nature. Le diagnostic de la drépanocytose peut se faire par l'étude de l'hémoglobine. Et cette étude de l'hémoglobine peut se faire par plusieurs techniques. Alors, la technique qui est couramment utilisée, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Non, comme je le disais tantôt dans la définition de la maladie, en disant que c'est une maladie génétique, elle n'est pas contagieuse. Elle est transmise par les parents. Deux personnes qui portent le gène de la maladie et qui s'unissent, qui sont ensemble, peuvent transmettre la maladie à leur descendance. Ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie génétique, donc transmise par les parents. Alors, comme je le disais, c'est une anomalie qualitative d'une protéine du globule rouge. Alors, lors de la fabrication de cette protéine, il y a un phénomène qui s'est passé qui a entraîné un changement dans la structure de la protéine qui est produite. Et c'est ce changement-là qui entraîne la protéine anormale qu'on appelle hémoglobine S à la place de la protéine normale qu'on appelle l'hémoglobine A. Et lorsque vous avez cette hémoglobine S associée à une autre hémoglobine anormale, vous allez exprimer la maladie, c'est-à-dire vous allez développer les signes cliniques de cette maladie qu'est la drépanocytose. Dans la drépanocytose, il y a plusieurs signes. Et le maître symptôme, le principal signe, c'est la douleur osseuse. C'est ce qui caractérise la crise, c'est-à-dire la maladie, l'expression de la maladie chez le patient, la personne qui en souffre. Alors, en dehors de la douleur osseuse, on peut avoir d'autres signes. Chez l'enfant, le nourrisson, nous pouvons avoir des douleurs abdominales. Et généralement, la maladie commence chez les enfants par les douleurs abdominales. Et lorsque l'enfant grandit ou au fur et à mesure que l'âge avance, on a plutôt des douleurs osseuses. Et tous les segments osseux peuvent être intéressés. On peut avoir des douleurs au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, au niveau du bassin, au niveau des côtes, de la colonne vertébrale. Toutes les parties de l'organisme peuvent être touchées. En dehors de la douleur osseuse et des douleurs abdominales dont j'ai parlé, on a l'anémie. Les drépanocytaires sont permanemment anémiés. Du moins les formes SS et les formes S-bêta-0 thalassémiques. Dans ces deux formes-là, nous avons toujours l'anémie. D'autres formes de drépanocytose, comme la forme SC et la forme S-bêta plus thalassémie, ne sont pas toujours anémiques. En dehors de l'anémie, nous pouvons avoir la coloration jaune des téguments et des yeux du drépanocytaire. C'est ce qu'on appelle couramment en médecine l'éther. Et en plus également, on peut avoir un retard de développement staturopondéral chez le drépanocytaire. Vous allez voir quelqu'un qui est drépanocytaire, il n'évolue pas bien en termes de croissance par rapport à quelqu'un qui n'est pas drépanocytaire de la même tranche d'âge. La drépanocytose a plusieurs complications. Si vous parlez des conséquences, je suppose que vous voulez parler des complications de la maladie. Alors, en termes de complications, tous les organes peuvent être touchés. C'est ce qui fait que la drépanocytose est une maladie dont la prise en charge est multidisciplinaire.
Alors, on peut avoir des complications neurologiques, c'est-à-dire un AVC, les gens des AVC ischémique, accident vasculaire cérébral, c'est ça l'AVC. Donc, on peut avoir un accident vasculaire cérébral ischémique chez le transitaire qui va donner des conséquences comme une hémiplégie ou bien une hémiparésie. Il va perdre plus ou moins le fonctionnement d'une partie de son corps. En dehors de l'AVC, on peut avoir des complications pulmonaires que nous appelons souvent le syndrome thoracique aigu chez les drépanocytaires, et c'est une complication qui peut survenir dans un contexte de crise vaso-occlusive. Et en plus de la complication pulmonaire, on a des complications au niveau des organes abdominaux, notamment le rein, ça peut entraîner une insuffisance rénale. On peut avoir des complications au niveau de la rate, donc une splénomégalie. On peut avoir des complications hépatiques. On peut avoir des complications au niveau des organes sexuels, notamment le priapisme, qui peut à la longue entraîner une stérilité si la prise en charge n'est pas correcte. Et ça, c'est du côté de l'homme. On peut également avoir une aggravation de l'anémie. On peut avoir des complications dentaires, des complications ophtalmologiques. Le drépanocytaire peut devenir borgne ou au pire des cas aveugle à cause de la maladie, surtout lorsqu'il n'est pas bien suivi. Et l'extrême, c'est la mort subite qu'on peut avoir quand le drépanocytaire n'est pas suivi et qu'il y a des complications, notamment une aggravation brutale de son anémie. Ça peut entraîner une mort précoce chez le patient. En termes de traitement, actuellement, nous ne faisons qu'un traitement symptomatique. C'est-à-dire qu'en fonction des signes que présente le malade, on va adapter le traitement pour éliminer ou bien pour sortir le malade des signes qu'il présente. Je l'ai dit, s'il n'a pas des douleurs, on lui prescrit des médicaments antidouleurs. S'il a une infection, on peut le mettre sous un antibiotique ou bien sous plusieurs antibiotiques. Alors, en dehors du traitement symptomatique, il n'existe pas pour le moment, de façon pratique ou bien de façon courante, un traitement pour guérir la drépanocytose. J'insiste sur ça parce qu'il y a des personnes qui trompent les patients et qui disent qu'à mener tel montant, on va vous faire une potion magique, on va vous préparer quelque chose, vous allez boire et ça va finir. C'est faux. Actuellement, le traitement qui peut donner l'espoir de guérison est en phase expérimentale. Et c'est ce qu'on appelle la thérapie génique, qui constitue à aller changer le gène qui est responsable de la maladie chez le patient. Et à partir de ce moment, la personne ne va plus exprimer des signes cliniques de la maladie et est guérie. Alors, très souvent, je n'aime pas trop répondre à cette question. Et parce que quand on parle d'espérance de vie, en fait, quand on parle de la vie, c'est Dieu qui contrôle la vie. Voilà, vous allez voir une drépanocytaire qui va mourir tôt, comme quelqu'un aussi qui n'est pas drépanocytaire qui va mourir tôt. Vous voyez, donc moi, cette question m'embarrasse parce que ça crée de la confusion dans la tête, surtout de la population. Les gens pensent que quand on est drépanocytaire, on est condamné à mourir tôt. Alors qu'il y a des drépanocytaires qui vivent longtemps, et il y en a qui meurent aussi précocement. Le tout dépend du milieu dans lequel le drépanocytaire vit et du suivi et la prise en charge qui est faite par rapport à ce patient drépanocytaire. Alors, si je vais être précis par rapport à la question que vous avez posée, en Afrique, en général, en Afrique noire, les patients vivent en moyenne 25 ans. En moyenne 25 ans. Alors qu'en Europe, l'espérance de vie des drépanocytaires tourne autour de 42 ans. Voilà. Donc, comme je le disais, tout dépend de chaque patient. Il y en a chez nous, des patients qui ont dépassé la soixantaine, qui sont des SS, vous voyez. Donc, quand je dis 25 ans, ça n'a rien à voir avec 60 ans. Donc, tout dépend du suivi médical du patient. Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que la drépanocytose est une maladie évitable. Et j'insiste là-dessus, je peux choisir de ne pas avoir des enfants drépanocytaires, puisque j'ai dit, c'est une maladie qui se transmet aux enfants à travers les parents. Donc, quand je suis
un jeune, je vais me marier, je peux faire le choix de ne pas avoir des enfants drépanocytaires. Ça veut dire que je dois connaître d'abord quel type d'hémoglobine je porte et ensuite faire le choix de vivre avec quelqu'un ou bien de s'unir avec quelqu'un avec qui je ne vais pas avoir le risque de donner la maladie à mes enfants. Ça, c'est important. Connaître d'abord l'hémoglobine qu'on porte et ensuite faire un choix du conjoint en conséquence de ce que le sujet porte déjà comme hémoglobine. Donc c'est à ce seul prix que vous pouvez éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. La prévention de la drépanocytose, elle est possible, tout dépend du choix que chacun fait. Alors quand on est drépanocytaire, on n'a pas d'autre choix que de suivre les conseils des médecins. Et sur les conseils des médecins, voudrait dire qu'il faut se faire suivre dans un centre de prise en charge. Si on n'a pas un centre de prise en charge à proximité, on peut choisir de se faire suivre par un médecin généraliste. Parce que tout médecin généraliste a reçu dans sa formation de base la prise en charge d'un patient drépanocytaire. Alors j'insiste là-dessus, il faut obligatoirement choisir de se faire suivre. Parce que c'est à ce seul prix que vous allez vivre mieux avec votre maladie. Vous allez faire moins de complications de votre maladie. Le suivi, c'est avoir une relation de confiance, de connaissance avec le médecin qui vous suit. Et ce médecin connaît votre état de santé de base en termes de quantité de sang, je vais parler du taux d'hémoglobine que vous avez, en termes de fréquence des crises, en termes de complications que vous avez déjà faites. Donc il vous connaît mieux et chaque fois qu'il vous reçoit, il sait à peu près quel type de patient il a en face de lui. Et donc avec ça, avec ce suivi, vous augmentez vos chances de mieux vivre avec la drépanocytose. Oui, alors au Togo, depuis pour le moment, il y a un seul centre. Notre souhait dans l'avenir, c'est qu'il y ait peut-être d'autres centres qui voient le jour, à l'instar du seul centre qui existe, qui est à Lomé et où je travaille. C'est le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. Alors, s'il y a d'autres centres à l'intérieur, vu que notre pays est un pays qui est longiligne, je pense que les gens pourraient se soigner facilement à l'intérieur du pays également. Au lieu d'être obligés de venir, tout le monde soit obligé de venir à Lomé pour se faire suivre pour la drépanocytose. Alors, au Togo, c'est le seul centre, mais dans la sous-région, il y a également d'autres initiatives qui sont prises dans le même sens. Il y a un centre aussi au Bénin, qui n'est pas aussi grand que le centre du Togo. Il y a un centre au Mali. Il y a une initiative comme ça aussi au Burkina Faso. Donc, il y a dans les pays des initiatives comme ça qui sont prises pour faciliter la prise en charge et le suivi des drépanocytaires dans les pays. Alors, dans ces centres, les patients sont souvent reçus et pour des informations, on fait la sensibilisation sur la maladie, comment vivre avec sa drépanocytose et comment faire pour éviter les complications. On prend en charge les malades lors des complications de la maladie et puis on organise souvent des causeries débats avec les patients pour partager l'expérience des autres patients qui sont plus ou moins âgés par rapport aux jeunes. Comment ils ont fait pour arriver à cet âge-là et à dire que sans avoir des complications. Donc bref, il y a la prise en charge, il y a la sensibilisation, il y a les causeries débats qui s'organisent autour des thèmes liés à la drépanocytose. Ça peut être des thèmes, la nutrition, et la prise en charge des complications de la maladie, et les gens partagent leur expérience à travers des groupes de parole qui sont organisés régulièrement. Alors, en dehors du centre, vous avez parlé du centre spécialisé, il y a également des initiatives, parce qu'il y a d'autres structures qui prennent également en charge des drépanocytaires. Et bien dit, un bon médecin généraliste peut prendre en charge des drépanocytaires. Donc, on n'est pas forcément obligé de se faire suivre et indiquer dans le centre.
je vais m'adresser à ceux qui vivent dans les régions qui ne sont pas tout proches de Lomé. Donc, ils peuvent quand même avoir un partenariat avec un médecin généraliste qui les connaît et qui les suit. Voilà, donc, là également, je pense que le médecin généraliste va établir, comme je dit, un programme avec le malade et va le voir de temps en temps, va le conseiller sur comment vivre avec la maladie, ce qu'il faut manger et ainsi de suite, pour lui permettre de mieux vivre avec sa maladie. Alors, il est souvent dit que la grossesse et la drépanocytose ne font pas bon ménage parce que la grossesse peut avoir un impact sur l'évolution de la drépanocytose et également la drépanocytose a un impact sur le déroulement normal de la grossesse. Alors, chez le drépanocytaire, du moins dans certaines formes, on a une anémie qui est permanente. Et cette anémie va avoir un impact sur l'évolution de la grossesse car elle peut entraîner un retard de croissance chez le fœtus. Elle peut entraîner également un arrêt de l'évolution de la grossesse chez le fœtus. Elle peut aussi à terme entraîner un accouchement prématuré parce que le fœtus qui ne se développe pas bien peut à un moment donné aller déclencher lui-même sa propre sortie et donc on va assister à un accouchement prématuré. Alors, à l'inverse, la grossesse va entraîner des modifications physiologiques de l'organisme, notamment la libération de certaines substances qui vont avoir un impact sur la fréquence des crises vaso-occlusives chez le patient drépanocytaire. C'est ce qui fait que la femme enceinte développe fréquemment des crises vaso-occlusives, notamment des douleurs osseuses, plus qu'elle n'avait avant d'être enceinte. Et la grossesse également entraîne une anémie qui va venir aggraver l'état d'anémie que le patient avait avant d'être enceinte. Donc, ces deux interactions font que la grossesse agit sur la drépanocytose et la drépanocytose agit sur la grossesse et les deux interactions ne sont pas bénéfiques pour le drépanocytaire. Oui, alors mon message il est double. D'abord, il faut que chaque drépanocytaire fasse le choix de se faire suivre par un médecin. Et s'il a la chance d'être à Lomé, il peut venir s'inscrire dans le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires pour son suivi. C'est à ce seul prix qu'il peut mieux vivre avec sa maladie. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas faire des complications, mais au centre, on va lui apprendre comment faire pour éviter les complications, comment faire pour prendre en charge de façon précoce les complications pour qu'il n'y ait pas qu'on n'ait pas un pronostic défavorable par rapport à l'évolution de ces complications. Et l'autre second message, c'est par rapport à la situation actuelle qu'est la pandémie au coronavirus. On sait que c'est une maladie qui est particulièrement grave chez les personnes qui ont déjà une maladie qui développe. Et les gens qui ont une insuffisance au niveau du système immunitaire. Et le drépanocytaire a un système immunitaire qui est fragile. Donc, il doit redoubler d'efforts par rapport aux gestes barrières pour ne pas être exposé à une quelconque contamination de coronavirus. Voilà, donc, c'est les deux messages que je peux porter à l'endroit des patients drépanocytaires.